Bien. Eh bien, écoutez, comme vous le savez, moi, je m'occupe de l'assèchement des murs depuis maintenant 7 ans. Et une chose qui m'a frappé, c'est que j'étais souvent appelé pour des remontées capillaires, bien sûr, mais aussi parce que les gens avaient je dirais, un contexte beaucoup plus global. C'est-à-dire que ce que les gens remarquent, les habitants remarquent dans une maison en premier, c'est qu'il fait humide et qu'il fait froid. Ils remarquent que d'abord cette humidité et ils sont confrontés donc à un problème assez large qui intervient sur la salubrité. Il faut savoir juste deux choses pour commencer. Je vais demander à notre ami Laurent de me mettre un petit graphique et puis je verrai lequel va arriver. Hop. Alors, le diagramme de confort est une chose importante à comprendre parce que dans nos régions, vous avez toutes les zones qui sont en rouge sur ce diagramme, qui correspondent à des taux d'humidité élevés et à des températures élevées. Vous prenez par exemple en été où il fait très chaud, ou à Bordeaux où il fait très lourd, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on transpire, parce qu'il fait tellement humide que la peau n'évapore plus l'humidité générée par le corps. Donc, de tout ce secteur-là, vous avez des problèmes d'humidité. Plus vous montez en humidité dans la maison et plus vous êtes obligé de chauffer pour arriver à un confort, ou du moins une sensation de confort. Mais vous n'avez jamais vraiment le confort qu'il faut. Le taux d'humidité à viser dans une maison, c'est celui qui tourne entre 40 et 60% d'humidité, suivant la température. Si vous êtes dans la zone des 20 degrés, vous pouvez très bien vivre de manière très agréable avec 40% d'humidité parce qu'il fait sec. Vous mettez un petit pull de plus et puis vous êtes très bien à 18 degrés, ça marche très bien. Donc ça, dans nos régions, c'est là, la zone. Donc c'est entre 18 et 20 degrés, ce qu'il faut aller pour pouvoir avoir le confort. Vous pouvez, avec un taux d'humidité élevé, augmenter la température, mais bien entendu, vous allez avoir beaucoup de dépenses. Qui dit dépenses, dit bien entendu du pognon, mais dit également de la pollution. D'accord? Alors d'où vient cette humidité? Cette humidité, tiens, tu peux mettre le second? On va le mettre tout de suite. Si tu peux mettre le second graphique. Voilà. Et c'est le taux d'humidité, on constate que ça a une influence très importante sur la salubrité. Et ça, c'est le premier élément. Chez nous, nous sommes pratiquement jamais dans le trop sec, nous sommes toujours dans le trop humide. Donc ça va jouer sur toute la sphère ORL où on va avoir des problèmes de rhinite, de bronchite chronique, d'asthme éventuellement, on peut avoir beaucoup de problèmes ORL. Bon, le développement des bites, bien sûr. Le développement des champignons qui va provoquer, lui, des allergies. Et ça, c'est quand on approche déjà des 70%. Quand on est dans cette zone-là, le développement des champignons commence à devenir très important. Le virus, bon, on en parle suffisamment, je ne vais pas vous m'étendre. Et également un bon développement des bactéries. Donc, on parle beaucoup de la salubrité et d'aérer les logements. Il faut effectivement aérer un logement, chaque pièce, à peu près 5 à 10 minutes par jour pour évacuer la plupart des bactéries et de tout ce qui peut nous gêner dans la vie. Donc, toujours visez et ayez chez vous un hygromètre pour connaître votre zone d'humidité. C'est toujours en fonction de la température. Et vous constaterez que plus vous serez humide, plus vous serez obligé de chauffer. Donc, ça vaut également pour les bureaux, bien entendu. OK? Donc, par contre, l'humidité va venir d'où? Ouais, un micromètre, ça se trouve où? Un hygromètre, t'en trouves dans les magasins de bricolage, t'en trouves un peu partout. Ça coûte quelques euros. Quand je dis quelques euros, t'en as 2-3 euros, un petit hygromètre à cheveux, parce que l'hygromètre le plus ancien, c'est un cheveu qui tire sur l'aiguille et qui t'indique le taux d'humidité. Et ce qui permet de savoir où tu vas te trouver, tu vas aussi comprendre pourquoi tu chauffes trop dans ta maison. D'accord? Et pourquoi tu as besoin de chauffage. Alors, maintenant,
évidemment, ce qu'il faut, c'est savoir d'où vient cette humidité. Je terminerai par les remontées capillaires, parce que ça, ce sera un petit, suivant le temps que j'aurai. D'accord? L'humidité, elle vient d'abord, c'est le plus évident, et je viendrai très peu dessus, c'est d'abord tout ce que tout le monde voit, quand il y a une fuite, quand il y a une infiltration, quand il y a une fuite de toiture, je n'en parlerai pas plus. Mais ça vient des salles d'eau, de la cuisine et de la respiration. Il faut savoir que chaque être humain émet en litres d'eau par jour entre 0,6 et 0,8 litres d'eau par jour. Ça veut dire que 4 x 8, 32, si vous êtes 4 dans une maison, vous émettez 3 litres d'eau. Et cette eau reste dans les locaux s'il n'y a pas la bonne ventilation. Et bien entendu, vous les retrouvez énormément dans la cuisine. Quant à la salle de bain, tout le monde connaît les problèmes de buée qui se trouvent sur tous les miroirs après qu'on ait pris sa douche. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir que dans une maison normale, une maison de 4 personnes, cette eau, cette humidité qui provient de la cuisine et des sanitaires représente pour 4 personnes à peu près 20 litres d'eau par jour. C'est donc énorme. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne ventilation. Jusqu'il y a quelques années, pour moi qui suis vieux, beaucoup plus, vous avez tous connu ça, nous avions dans toutes les maisons des huisseries qui étaient plus ou moins étanches. Et donc, il y avait une ventilation naturelle qui permettait de remplacer à peu près entre 20 et 30% de l'air ambiant par jour. Aujourd'hui, la nécessité, quand on remplace des fenêtres, pour passer en PVC, en double vitrage, triple vitrage, ça apporte peu, il va falloir adapter sa ventilation pour avoir une ventilation de l'ordre de 30% du volume des pièces. C'est-à-dire que vous prenez le volume de la maison, vous le divisez par 3, après ça, vous savez quelle est la quantité d'air à renouveler par jour, et puis vous mettez la ventilation qui va bien avec. D'accord? Avec des aspirations importantes au niveau des salles d'eau et des cuisines. Et ne pas oublier le secteur chambre. Donc ça, c'est la première chose à faire. Évidemment, le type de ventilation, on en parle beaucoup, vous savez tous qu'il y a du simple flux, du double flux, de l'insufflé. Il y a 2 grandes technologies. Ou bien vous prenez l'air de l'extérieur, donc quand on achète des nouvelles huisseries, il faut veiller à ce qu'il y ait des ouïes d'aération sur les huisseries dans les pièces qui conviennent, c'est-à-dire sauf la cuisine et les salles d'eau. Il faut qu'il y ait des aérations pour laisser l'air rentrer. D'accord? Et en général, quand on remplace les huisseries, eh ben, on ne pense pas à la ventilation. Et tous les commerciaux qui vendent des huisseries ne parlent jamais de ventilation. Parce que ça vient surenchérir leur devis. Tout simplement. Donc, chaque fois que vous le faites, il faut le changer. Et puis ensuite, vous avez donc le choix entre aspirer l'air de l'extérieur et l'envoyer à l'intérieur, ou bien aspirer l'air de l'intérieur et l'envoyer vers l'extérieur. Donc, vous avez la ventilation simple ou double flux qui va aspirer l'air, qui va rentrer par les ouïes des fenêtres, et qui va être évacué au niveau de la toiture. Alors, je dirais que dans nos régions, une double flux, compte tenu des températures extérieures, ça n'offre pas un intérêt remarquable, et ça surenchérit 2 choses, l'achat d'une part, et d'autre part également l'entretien. D'accord? Parce qu'il faut un entretien annuel. En revanche, si vous prenez de l'air insufflé parce que vous ne pouvez pas, parce que dans votre appartement, parce que dans une maison, vous n'avez pas de comble, etc., vous ne pouvez pas utiliser une VMC classique, vous allez mettre de l'air insufflé. Ça va vous coûter 3 fois le prix. Ça marche très bien. Il faut également un très bon entretien parce que vous avez des filtres et que ces filtres, avec le temps et l'humidité, voient un développement de champignons. Et donc, vous revenez au problème de diffuser des spores et des allergies. D'accord? Et comment on fait l'entretien?
Et l'entretien, c'est les VMC. pour les VMC double flux et la suréfaction, c'est une ouverture de l'appareil, le remplacement des filtres, exactement comme une clim de voiture. Donc, il faut passer sous son toit. Hmm? Il faut passer sous le toit, enfin dans les combles et aller. Il faut passer soit dans la pièce où se trouve la ventilation, soit sous le toit dans le grenier, oui. Oui, c'est pas la sortie de la VMC, ça on le nettoie parce que c'est. Non, c'est pas la bouche de sortie, c'est vraiment dans l'appareil lui-même. Non, parce que, Marie-Françoise, excuse-moi, j'interviens, si tu veux bien, j'interviens, Luc. Oui. Les VMC double flux, c'est tu as un air qui est aspiré, l'air chaud est aspiré par la VMC, mais de l'autre côté, tu as un soufflage de l'air froid et qui passe dans un échangeur pour être réchauffé par l'air chaud qui sort. D'accord? Donc, en fait, c'est poussé. Donc, à cet endroit-là, il y a des bactéries qui se développent. Donc, oui, on accède en général dans les VMC double flux. Tu y accèdes parce que tu es obligé de les nettoyer. C'est pas comme les VMC que tu as, les VMC classiques, simple flux, qui sont elles juste des aspirants. D'accord? Dans ces cas-là, tu n'as pas de filtre parce que l'air est aspiré de l'intérieur et rejeté vers l'extérieur directement. Donc, c'est dans les combles ou c'est sur ton toit, etc. Et dans les VMC double flux, tu es obligé d'avoir un accès parce qu'il faut nettoyer les filtres. Oui, non, mais moi, j'ai une simple flux, mais je ne la nettoie jamais. Ah, mais tu n'as pas besoin de la nettoyer. La simple flux, tu n'as pas besoin de la nettoyer parce que, en fait, l'air rentre par tes fenêtres. OK. Elle rentre par tes fenêtres parce que tu as remarqué que sur les fenêtres, en général, notamment les anciennes maisons, tu as toujours un ajournement qu'il ne faut surtout pas boucher d'ailleurs. Oui, mais la VMC, elle est généralement dans la salle de bain, les toilettes et la cuisine. Et là, il n'y a pas d'aération sur les fenêtres. Oui, il y a une aération. Tes fenêtres sont ouvertes, mais tu as une aspiration. De la VMC aspire l'air de ta maison. OK. Et il faut bien que l'air, elle soit remplacée par quelque chose. Donc, elle rentre par les fenêtres. C'est pour ça que tes portes, d'ailleurs, tes portes dans toutes les pièces sont toujours un petit peu ouvertes en dessous. Voilà. Pour que justement, il faut un centimètre. Tu vois, il y a toujours 1 centimètre à peu près de porte qui est ouverte. Et si tu veux, l'idée, c'est que ce que t'explique Luc, c'est que l'air va rentrer par les fenêtres de l'extérieur, OK, et est aspiré par la VMC et recraché vers l'extérieur. Donc ta VMC, toi, tu n'as pas besoin de changer les filtres. Il n'y a pas de filtre d'ailleurs dans une ferme. Non, il n'y a pas de filtre. C'est un simple aspirateur. D'accord. C'est un simple aspirateur qui tourne très doucement et qui te permet de remplacer 30% de ton air par jour. Donc ça, et donc l'air passe sous les portes. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre dans les chambres, mais dans le couloir qui mène aux chambres, parce que l'air passe sous les portes et est évacué à l'extérieur. Donc c'est léger. C'est un investissement qui vaut, l'appareil lui-même, ça vaut entre 30 et 50 €, voire même 100 si on en prend un hydro géré, parce qu'il peut être géré par ce qu'il reçoit comme humidité pour modifier la vitesse. Donc, il y a différentes gammes. Enfin, ce sont des produits qui sont très courants dans n'importe quel magasin de bricolage et qui sont très faciles à remplacer soi-même. Sachant qu'aujourd'hui, avec la RT 2020, la VMC de simple flux n'existe pas. Hein. Ah non, ben non, parce que tu sais, ce sont des gens du Nord qui réfléchissent. Ils ne pensent pas que dans le Sud, il ne fait jamais froid. Non, mais alors, excuse-moi, Lucas, tu me permets d'intervenir 30 secondes? Mais tout le monde peut intervenir. Non, mais c'est un sujet qui est très, très abordé avec mon association là, du Cobati. Pour vous expliquer, aujourd'hui, vous avez des normes de chauffage. Le gouvernement, et en tout cas avec le Grenelle de l'environnement, on a imposé un certain nombre de règles sur les constructions actuelles. Vous en entendez beaucoup, d'ailleurs, on a parlé de bâtiments basse consommation ou ce genre de choses. Okay, vous connaissez, voire même des bâtiments qui restituent. Passifs. Vous avez même des bâtiments qui restituent de l'énergie. Et vous voyez très régulièrement dans les villes beaucoup de travaux, notamment dans les logements sociaux, les HLM, etc., où vous avez des constructions avec des systèmes d'isolation. Les mecs, ils changent complètement l'isolation des bâtiments. En fait,
Le grand principe aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'il faut rendre le bâtiment complètement étanche, et de gérer l'arrivée et la sortie d'air d'une manière mécanique. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de VMC double flux. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était juste pour expliquer un petit peu le principe. Le but du jeu, c'est de baisser la consommation. Par exemple, sur la région parisienne, vous devez consommer maximum 50 kW par mètre carré par maison à l'année. Sur la région bordelaise, c'est 40 kW. Vous voyez? Donc, les bâtiments sont construits différemment. Et ce qui est pris en considération, c'est que sur la région parisienne, on va plutôt se considérer l'aspect chauffage. Sur la région marseillaise, on va plutôt considérer l'aspect refroidissement du bâtiment. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. Excuse-moi, Luc. Non, mais c'est vrai que la RTE de 2020 va être extrêmement contraignante, puisque dans les logements collectifs, il n'y aura même plus le droit d'installer un chauffage par le gaz, par exemple. Absolument. Bon. Donc tout ça va évoluer énormément. Donc je voulais revenir donc sur les côtés un petit peu avant d'arriver à Casasec pendant juste une minute. C'est sur le côté économique. Parce que si vous avez une maison qui est trop humide, vous allez obligatoirement chauffer plus. La différence de coût sur votre chauffage, elle peut être de 15 à 20%, ce qui est quand même non négligeable. D'accord? Si vous êtes dans la tranche normale d'humidité aux environs des 45-55, vous constaterez qu'à 19 degrés, chez vous, il fera bon. Vous vous habituerez très vite à ces 19 degrés et il fera une température très agréable. Alors que bien souvent, moi j'arrive dans des logements où il chauffe à 22 voire 23 degrés et je peux vous dire que dès qu'on rentre, on sent l'humidité qu'elle a. Alors évidemment, si vous achetez ou si vous passez dans une maison qui est dans une maison un peu plus ancienne, c'est-à-dire antérieure aux années 70, vous commencez à rencontrer des problèmes de remontée capillaire. Que la maison soit construite sur vide sanitaire, même s'il y a une cave, vous avez des problèmes de remontée capillaire et beaucoup en région bordelaise où il y a des maisons qui n'ont même pas de cave avec un minimum de fondation. Donc, les problèmes de remontée capillaire sont impérativement à traiter parce que ça va rendre votre rez-de-chaussée tout à fait confortable si vous le traitez, alors que si vous ne le traitez pas, vous ne serez jamais, même avec une cheminée, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous aurez toujours une impression de froid et une réalité de froid, parce qu'un mur humide n'est pas isolant. L'humidité provoque un pont thermique remarquable. Comme l'humidité transporte notre électricité pour assécher le mur, elle transporte également tout le froid. D'accord? Et donc cette humidité va faire que vous sentez physiquement le froid du mur. Parce qu'un mur sec est isolant, plus ou moins suivant sa nature, mais un mur humide est toujours une zone de froid. Toujours. Donc ça, c'est une chose très importante en ce qui concerne les problèmes de remontée capillaire dans notre région. Et donc, Casasec, évidemment, traite la remontée capillaire et je constate chez tous mes clients que la manière de vivre au rez-de-chaussée change une fois que les murs sont asséchés, même s'ils ne sont pas complètement secs. Quand on a ramené le mur à une température, à un taux d'humidité suffisamment bas, eh bien, la vie change dans la maison et l'ambiance change. Donc ça, ce sont des éléments qui ne sont vraiment pas négligés. Alors, voilà. Il est 34, j'ai à peine débordé. Étant utilisateur du produit Casasec, deux choses que je vais faire comme remarque, on va dire, ou en tout cas qualité du produit, c'est que d'une part, il faut franchement pas être comment dire, très grand bricoleur pour monter cet appareil. En gros, il faut savoir faire des trous dans un mur. Voilà, donc on utilise une machine à faire des trous.
et ça marche très bien. Donc, il y a juste à faire 5 trous, plus derrière accrocher un boîtier sur un mur, et encore si on veut l'accrocher, parce qu'on peut même le mettre carrément par terre si on veut, ou sur une table. C'est tellement Oui, simple. mais bon, c'est pas esthétiquement remarquable. Oui, c'est pas très joli, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que c'est 5 trous à faire dans un mur, et très franchement, il y en a pour un quart d'heure à monter. Donc, l'appareil est effectivement efficace. Et moi, je peux dire que c'est dans la maison où on l'a installé, le confort, on va dire, de vie a largement été augmenté. Notamment, on a testé cet hiver, au mois de décembre, à Carnac, que sa maison est située à Carnac. Je peux vous dire que, eh ben, en fait, il y a une qualité de vie qui a augmenté de 30%. Voilà. Luc, pour Oui. une bonne mesure de l'humidité, tu conseilles de laisser un hygromètre combien de temps dans une pièce? Oh ben, une fois que vous l'avez posé au mur, vous pouvez le laisser. Hein. Oui, mais si on souhaite mesurer l'hygrométrie dans toutes les pièces, Non, tu n'es pas obligé de le faire dans toutes les pièces, tu le fais dans le couloir qui mène, le couloir qui mène aux chambres et le séjour, et puis ça suffit. Tu n'es pas obligé de le faire dans toutes les pièces, parce que de toute façon, avec ta ventilation, ton air va circuler. Et quand tu as un air trop humide, avec le temps et la chaleur excessive, les champignons se développent au niveau des plafonds, des parois froides, au niveau des angles de murs sur la rue, sur l'extérieur. Et donc, c'est à cet endroit-là que, quand vous avez des champignons. Il faut savoir, c'est pas hyper précis. Pardon? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un hygromètre, c'est pas hyper précis. Parce que là, on est deux en bateau. Oui, Ils sont exposés de. Hugues, vu que tu es en orbite autour de la Terre, on t'entend mal. Hein. C'est vrai, mais. Bon. Allô, Gemini. Capsule Gemini, je ne vous reçois plus. Est-ce que vous m'entendez là? Bon, Hugues, peut-être fait par discussion, et on posera les questions, nous, par discussion, parce qu'on ne comprend pas du tout. Ouais, pose ta question par discussion, Hugues. Je dis que. Bien, est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce que vient de dire Luc, et d'autres questions ou remarques? Bon. Ok. Donc, Bravo, Laurent, nous avons été clairs. merci Luc. Je disais juste, voilà, en complément, aujourd'hui les normes, les RT, je vous ai envoyé d'ailleurs dans le fil de discussion le lien vers la norme RT 2020. Actuellement, c'est la RT 2012. Pour vous donner une idée, en 92, par exemple, enfin dans les années 90, la RT 2092, vous aviez la possibilité d'avoir une VMC simple flux avec des fenêtres, avec les petits ouvrants, etc. Aujourd'hui, c'est forbidden. Voilà. Parce que vos logements vont consommer beaucoup plus que ce qui est prévu et autorisé par la RT 2012. Alors, ça a des contraintes. C'est dommage que François ne soit pas là, parce que François Catillon, en tant qu'architecte, a une obligation, quand il construit une maison, de donner sa performance énergétique et de déterminer déterminer et de calculer la performance énergétique de la maison avec des contraintes d'obligation qui sont liées à des positionnements liés, par exemple, au positionnement de la façade de la maison. Et c'est le cas aussi, Laurent, je crois savoir que c'est le cas aussi, et c'est dommage que Stéphane Brossaille ne soit pas là, dans le cas d'une vente immobilière. Alors, tu dois produire un diagnostic également. C'est ce que j'allais dire, c'est tout à fait ça. Les diagnostiqueurs aujourd'hui, eux, ils ont commencé par faire le plomb, si j'ose dire, puis maintenant, il faut qu'ils sortent la performance énergétique, c'est-à-dire aller voir la qualité des isolations, les mesurer, etc.
et ils sont obligés de sortir la performance énergétique, et il y a même question d'obliger les propriétaires à faire les travaux. Et Luc, mais sur Bordeaux, où il y a de vieux bâtiments très anciens, il n'y a pas une notion de seuil, si je puis dire, c'est-à-dire quand les bâtiments sont vraiment anciens et qu'on n'est pas en mesure de pouvoir produire un diagnostic qui soit, comment je vais dire ça, Fiable. Fiable, oui, tout à fait. Je crois que dans le classement A, B, C, D, E, il y a également une ligne qui, il me semble, qui est ne sais pas, ou enfin, je ne sais plus comment ça s'est intitulé, mais enfin, cet ordre-là, quoi. Maintenant, tu as des outils comme ceux-là qui, par infrarouge, vont mesurer le taux d'humidité, la température de la pièce et donner le point de rosée des murs. C'est-à-dire qu'en donnant le point de rosée, ils savent quelle est la capacité d'isolation des murs. Ce sont des produits aujourd'hui qui sont, je dirais, de manière assez courante. Et on peut le faire également par laser, faire des relevés qui vont permettre par l'extérieur de savoir exactement quelles sont les déperditions de chaleur. Ouais, donc, on a les moyens de mesurer à peu près tout, même sur les d'accord. Donc, il y a pas mal de maisons bordelaises, de vieilles, très vieilles maisons bordelaises qui se retrouvent classées dans le plus bas du classement. Et un potentiel acheteur doit intégrer dans le coût le fait de devoir refaire aussi tous ces travaux-là. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la pierre bordelaise a un gros avantage sur un certain nombre de pierres, c'est que c'est une pierre qui est pleine de bulles d'air. Donc c'est une pierre qui est quand même assez isolante, beaucoup plus que du granit, par exemple. Par exemple. Rien à dire pour la Bretagne. Par exemple. Et donc, c'est pas si mal, mais dans nos régions, moi je constate une chose, c'est que les maisons des années, je dirais, 45 à 70 sont dans des états assez déplorables. C'est construit souvent en parpaing, avec des fondations quelquefois limites, et avec juste le mur de parpaing, un vide d'air, et puis un doublage de cloison, un doublage qui était à l'époque en briques tapissières. Alors, à l'époque, ça isolait un petit peu. Aujourd'hui, ça isole plus du tout. Et moi, quand j'ai travaillé là-dedans, avec les remontées capillaires, je vais dire que je suis ravi parce que quand il y a du parpaing, quand il y a de la brique, elles sont toujours creuses. Et donc, quand j'installe un case à sec, en 4 à 6 mois, le mur est archi sec, je suis tranquille. Et les clients retrouvent, je dirais, l'isolation de départ, même si ce n'est pas le niveau d'isolation qu'il faudrait aujourd'hui. Et la cathédrale tu peux répondre à ma question, c'est sur la discussion, s'il te plaît. Luc, tu peux répondre aux commentaires sur la discussion, s'il te plaît? Oui. Oui, je sais que je t'emmerde, mais bon. Pourquoi est-ce que sur un bateau, oui, mais attention, sur ton bateau, tu n'as pas de VMC qui te donne une globalité, un air homogène, d'une part, et d'autre part, tu es très soumis, parce que l'isolation d'un bateau, c'est vraiment limite, donc tu es très soumis à l'ensoleillement d'un côté ou de l'autre, ça change énormément. Et donc, effectivement, que tu aies 2 hygromètres, c'est très bien, ça permet d'avoir le côté bâbord et le côté tribord. Maintenant, il faut faire une moyenne entre les deux.